Bonjour à tous et à toutes. Au nom de l'animation nationale et Interdome d'Hérita et avec mes collègues Jean-Marc Thévenin et Franck Anjalric du CIRAD, je suis heureuse de vous accueillir pour ce troisième webinaire. Donc, je vous rappelle que ce cycle de webinaires s'inscrit dans le cadre du programme Transagridom qui bénéficie d'un financement du ministère en charge de l'agriculture et de l'Europe. Alors aujourd'hui, nous vous invitons en Guadeloupe pour découvrir une ferme pilote innovante qui accompagne la transition agroécologique de l'agriculture guadeloupéenne. Donc ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, 4 présentations successives. Donc par Nathalie Mandonnet, qui est directrice de l'unité de recherche zootechnique d'INRAE Antilles, Océane Biabiani, qui est ingénieure d'études au sein de cette même unité, ensuite, Audrey Fanchon, ingénieur de recherche dans cette même unité. Et on terminera avec Christophe Latchman, qui est agriculteur et qui participe au pilotage de cette ferme. Donc, pendant les présentations, vous êtes invités à poser vos questions sur le chat qui est modéré. Et ensuite, dans la deuxième partie du webinaire, on posera les questions à nos 4 intervenants. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Nathalie Mandonnet. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de présenter donc le projet AgroEcodiv. Donc, il y a un projet financé par le FEDER via la région Guadeloupe. C'est un programme de recherche qui réunit 3 établissements, donc le CIRAD, l'INRAE, l'Université des Antilles, il est coordonné par l'INRAE, et réunit une trentaine de chercheurs et une vingtaine de disciplines. Donc les objectifs de ce programme de recherche d'AgroEcodiv sont de participer au développement du territoire de la Guadeloupe, conformément aux objectifs du PDRG, donc le plan de développement rural de Guadeloupe dans sa phase 2014-2020, en cohérence avec l'axe stratégique 3 sur l'agrobiodiversité. Donc il aborde spécifiquement des questions d'agroécologie, c'est-à-dire produire autrement, avec la nature et moins d'intrants. Et une des spécificités de ce programme de recherche est de mettre en place, entre autres, un dispositif de recherche-action en agriculture, avec donc cette recherche-action a pour spécificité d'inclure les acteurs dans le processus d'innovation, dans le processus de conception de l'innovation. La cible du programme de recherche est donc la petite agriculture familiale. Donc en Guadeloupe, c'est une agriculture en rupture avec le modèle conventionnel qui représente 80 des exploitations agricoles guadeloupéennes. Donc c'est un modèle agricole largement développé sur le territoire. Et la cible est, et dans cette petite agriculture familiale-là, on retrouve également énormément de systèmes en polyculture élevage, qui sont également donc un des objectifs, des cibles du programme de recherche AgroEcodiv. Alors, les objectifs scientifiques clés du projet sont d'identifier les freins et les leviers à l'innovation et permettre une meilleure intégration des ateliers au sein des systèmes polyculture élevage. Parce que ce qu'on constate, c'est que souvent, dans ces petites exploitations, on a des ateliers d'élevage, on a des ateliers de culture, mais il y a un manque d'intégration entre ces différents ateliers, ce qui est pourtant un cercle très vertueux en matière d'agroécologie. Et un autre objectif est aussi un objectif de gouvernance finalement, d'inclusion des acteurs. Donc comme on l'a dit, dans la co-conception des innovations via ce dispositif de recherche-action, mais aussi via des dispositifs de gouvernance qui se veulent très intégrés, très intégrants. Donc avec l'ensemble des acteurs, on cherche à élaborer des connaissances génériques qui sont aussi actionnables pour d'autres systèmes que les systèmes en polyculture élevage. La posture du programme de recherche se veut inter-transdisciplinaire, c'est-à-dire que grâce à cette inclusion des différents chercheurs et des différentes disciplines, on arrive à mixer sciences de la vie, sciences dures, sciences humaines, et grâce à cette posture, on arrive à aborder des sujets, des relations, à aborder la thématique sciences et société de façon assez originale. Et cette posture induit donc le projet aussi évolue et se modèle au fil des interactions internes et externes avec les acteurs.
C'est un oui, voilà, ce modèle. Et heu et alors là, du coup, je je prends le pas sur, ma présentation. Donc il y avait pour objectif d'aborder plus, donc cet aspect, sciences et société et ce que le programme agroécodiv apporte à cette thématique. Donc il faut savoir que donc les rapports sciences et société sont devenus une espèce de paradigme pour penser la recherche et cette distinction est bien la preuve d'une représentation de la recherche comme une activité un peu à part et des acteurs un peu à part, entre grands guillemets. Et cette représentation, au final, s'est forgée tout au long du XVIIe siècle dans les sociétés occidentales avec le développement de la science moderne, à tel point que certains auteurs parlent d'un progressif confinement de la recherche. Alors pourquoi on parle d'une recherche confinée? Parce qu'au fur et à mesure, les activités de recherche ont été réservées à certaines personnes qui ont le devoir d'être objectives. On a aussi de forts enjeux de spécialisation disciplinaire qui se sont développés autour de débats méthodologiques et on a fini par représenter au final la recherche comme une activité se déroulant dans un laboratoire hermétique au monde extérieur. Et néanmoins, au tournant du XXIe siècle, on assiste au développement de au déconfinement de la recherche, pardon. Et en agronomie, par exemple, ce déconfinement a pour objectif de résoudre des difficultés de transfert de connaissances et d'innovation qui ont été constatées auparavant. Et cette recherche déconfinée, finalement, est caractérisée par le fait que les acteurs de cette recherche ne sont plus uniquement des chercheurs, que ce soit dans l'énoncé du problème, dans son analyse ou dans la récolte de données. De nombreuses recherches se positionnent comme étant justement inter, trans, multidisciplinaires, et les lieux de la recherche s'exposent également, avec des expérimentations in situ, c'est-à-dire souvent en plein champ, à l'extérieur des laboratoires. Et si on étudie le milieu de l'agronomie, certains auteurs se sont particulièrement intéressés aux stations expérimentales à travers le temps. Et sous ce terme générique de station expérimentale, finalement, il existe une variété de dispositifs selon les acteurs impliqués, qui peuvent être des industriels, des chercheurs, des agriculteurs, des formateurs, selon les objectifs visés, donc soit pour la promotion d'un produit ou d'une technique, ou alors pour la recherche appliquée fondamentale. Elles se distinguent également par leur localité, les conditions de culture, etc. Et du coup, de façon très générique, très générale, on peut caractériser les stations expérimentales INRAE, donc dont fait partie la ferme pilote, comme étant des dispositifs récents, donc qui sont nés au cours du XXIe siècle, visant des objectifs de recherche et souvent impliquant en partie des chercheurs. Cependant, certains enjeux ne sont pas abordés de la même façon pour toutes ces stations expérimentales INRA. Le contrôle des conditions de culture, par exemple, on peut avoir des stations sous serre où les conditions sont particulièrement contrôlées et des stations en plein air où les aléas climatiques, biologiques ont plus de prise sur les cultures. Pardon. Et en matière de production de connaissances également, les enjeux sont différents parce qu'une station visitée par des agriculteurs pour leur enseigner, les informer des expérimentations en cours et des résultats obtenus n'est pas la même station expérimentale qu'une station qui implique les agriculteurs dans la conception même des expérimentations. Alors, Agroécodie, finalement, se positionne sur plusieurs fronts dans ce mouvement de déconfinement de la recherche et d'évolution des rapports sciences et société. D'abord, le modèle de gouvernance se compose de 3 entités, dont le comité de pilotage, qui invite divers acteurs du territoire, le conseil régional, des agriculteurs, la chambre d'agriculture, etc., à évaluer la cohérence des orientations de recherche avec les préoccupations du territoire. Ensuite, on a aussi la ferme pilote qui représente un type de station expérimentale où les enjeux sont en prise avec la société et l'environnement, puisque c'est une ferme de plein air où les agriculteurs participent à la conception du dispositif et apportent des questionnements qui renforcent le lien à la réalité de l'activité agricole. Et enfin, Agroécodiv, comme on l'a dit, développe un autre dispositif, celui de la recherche-intervention, qui auparavant était présenté comme recherche-action. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'une recherche-intervention? Le principe d'une recherche-intervention, finalement, est de provoquer du changement sur une situation, sur une problématique identifiée par plusieurs acteurs. Et une recherche-intervention naît de la rencontre entre une volonté de changement, exprimée collectivement par les acteurs du territoire, et une volonté de recherche formalisée par des chercheurs. Et dans Agroécodie, cette rencontre débute sur des questions de ration alimentaire à base de ressources locales pour des poules. Cette question est portée par une agricultrice et c'est une question également que partagent d'autres acteurs de la filière. Et l'expérimentation finalement qui prend cours dans cette recherche-intervention consiste à nourrir des poules pondeuses avec des rations alimentaires non conventionnelles et sera en partie menée chez l'agricultrice et en partie menée en station expérimentale au niveau de la ferme pilote. Et alors finalement, ce que je veux souligner, c'est les liens entre ces deux dispositifs qui impliquent des acteurs aux activités de la recherche, c'est-à-dire la ferme pilote et la recherche-intervention. Alors d'abord, la ferme pilote, pardon, permet de porter les risques de la recherche-intervention. Parce que, en effet,
seule une partie de l'expérimentation sera menée chez l'agricultrice compte tenu des inquiétudes qu'elle a exprimées. C'est-à-dire que l'expérimentation chez l'agricultrice ne concernera que les rations alimentaires les plus sûres et avec un effectif de poules réduit, ce qui permet de réduire les risques pour sa productivité et pour la sécurité sanitaire de sa bande. Et l'expérimentation est menée également entièrement dans son intégralité sur la ferme pilote, où finalement la vulnérabilité n'est pas la même. Les aléas sont peut-être les mêmes, mais la vulnérabilité n'est pas la même. De plus, la ferme pilote permettra de comparer certains résultats entre deux régions guadeloupéennes aux propriétés pédoclimatiques très différentes, ce qui pour l'agroécologie est un enjeu de taille, car le développement de l'agroécologie repose entre autres sur le développement de connaissances situées spatialement. De même, l'expérimentation sur la ferme permettra de confronter la problématique de l'alimentation des poules pondeuses au savoir d'agriculteurs qui interviennent sur la ferme. Et enfin, plus globalement, finalement, ce sont tous les apprentissages de la ferme pilote en matière de collaboration avec les agriculteurs qui donnent de la matière au processus de co-conception qui est également mis en place avec la recherche-intervention. Du coup, à présent, je vais laisser la parole à Audrey et à Christophe qui vont vous présenter plus en détail la ferme pilote. Donc bonjour à tous, Audrey Fanchon, ingénieur de recherche à l'unité de recherche zootechnique en Guadeloupe, et puis j'anime plus particulièrement le dispositif ferme pilote co-construite avec des agriculteurs. Plus que la ferme en tant que telle, c'est la méthode de conception qu'on a développée qui est innovante et qui peut servir à co-construire l'agriculture guadeloupéenne, mais elle peut être aussi utilisée dans d'autres territoires. Donc, comme vous l'avez dit, Océane, ce projet de ferme pilote est adossé à un projet FEDER Agroécodiv qui vise à co-concevoir de façon innovante, dans une démarche agroécologique, des systèmes de production agricole performants et résilients pour les territoires de Guadeloupe. Et en fait, la commande de la région Guadeloupe est relativement claire avec des mots-clés importants comme co-conception, innovante, démarche agroécologique, performant et résilient et pour les territoires de Guadeloupe. On s'est amusé à regarder l'occurrence des mots du projet. Les mots les plus utilisés sont évidemment agroécologie, territoire, Guadeloupe, agriculture, mais il y a des mots comme recherche participative, acteurs et innovation qui apparaissent beaucoup. Donc ici, vous avez une démarche classique de co-conception avec, dans un premier temps, un diagnostic qui permet de définir des objectifs, de concevoir un ou plusieurs systèmes qu'on met en place, qu'on adapte et qu'on évalue au fur et à mesure et qui permet d'atteindre un objectif de système innovant. La particularité du projet agroécodiv, c'est que toute cette boucle d'amélioration progressive se fait en co-conception avec des agriculteurs, ce qui fait un pas de temps plus long, mais des innovations, entre guillemets, appropriables par les agriculteurs. Donc, dans cette démarche classique de conception innovante, on part d'un système de départ que vous voyez en bas à gauche. Notre objectif, c'est bien sûr d'aller vers un système innovant qui vise à améliorer la sécurité alimentaire de la Guadeloupe dans une démarche agroécologique. Et si la stratégie est claire, aller vers un système innovant, c'est bien les décisions tactiques et opérationnelles au jour le jour qu'on discute et qu'on négocie avec les agriculteurs. Ça nous permet de comprendre leurs choix et de comprendre surtout les déterminants de ces choix. Donc, pour construire le système de départ, on est parti d'une vague d'enquête faite en Guadeloupe. L'idée étant de pouvoir cibler sur une zone agroécologique en particulier, la zone du Nord Basse-Terre, parce que c'est où se situent les unités, enfin l'unité expérimentale de l'INRA, où a été mis en place le dispositif. Cette unité expérimentale de l'INRA, comme vous l'a dit Océane tout à l'heure, c'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé entre la capacité de prendre un certain nombre de risques qu'on ne peut pas prendre dans des exploitations agricoles, la proximité des infrastructures, notamment des laboratoires, pour tout ce qui est mesure et puis caractérisation physico-chimique, mesure de laboratoire. Et puis, par contre, on sait qu'on est moins bon en termes de transfert parce qu'il n'y a rien de mieux que les interactions entre agriculteurs et entre pairs.
Et on a choisi donc la zone d'études du Nord-Basse-Terre pour pouvoir mettre en place notre dispositif, puisque c'est où se trouvait l'INRA et où on pouvait avoir ce meilleur compromis. Alors, dans une démarche agroécologique, en fait, on s'est rendu compte que du point de vue des instituts de recherche, donc que ce soit INRA, CIRAD et Université des Antilles, il y a un certain nombre de pratiques, un portefeuille de pratiques agroécologiques qui ont été référencées, c'est-à-dire qui sont mises en place par les agriculteurs, mais pour lesquels on a des chiffres et on connaît les mécanismes qui permettent de les pérenniser. Il s'agit principalement du compostage, vermicompostage, des associations culturelles, des rotations, de la récolte directe des résidus par les animaux, des plantes anthelmintiques, de l'enrichissement en protéines par des levures, différentes méthodes de conservation, comme le foin ou l'ensilage, et puis tout un pan de recherche sur l'alimentation des ressources avec des ressources non conventionnelles, donc l'alimentation des animaux avec des ressources non conventionnelles, et puis la fertilisation avec des déjections. Tout ça, c'est un portefeuille de pratiques qui sont mises en place par les agriculteurs et qui sont référencées par la recherche. Mais lors d'un travail d'identification d'innovation chez les agriculteurs, on s'est rendu compte qu'ils font aussi un certain nombre de pratiques innovantes et alternatives pour lesquelles il manque de références qui permettent de pérenniser. C'est par exemple l'étouffement des mauvaises herbes ou la mise en place d'algues ou de plantes répulsives, le développement de légumineuses ou la mise en place de cendres. Et l'idée, en fait, c'est à travers cette ferme pilote, de pouvoir mettre en musique ces différentes pratiques alternatives et créer de la référence technico-économique. Donc, on s'est basé pour cela sur un panel d'agriculteurs. On aurait pu faire des ateliers de conception avec un grand nombre d'agriculteurs, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, on est dans une démarche de transition sur le long terme. L'idée était plus de pouvoir pérenniser notre panel d'agriculteurs plutôt que de faire de grandes messes où on n'arrive pas à fidéliser les agriculteurs. Du coup, on s'est entouré de 5 agriculteurs de la zone agroécologique du Nord-Basse-Terre, où a été mis en place le dispositif. Et ces agriculteurs ont été choisis parce qu'ils étaient tête de pont dans leur structure et assez innovants. Donc, on a des référents de GI2E, président de SICA, président du GDA EcoBio, et puis des agriculteurs qui vendent sur des marchés de proximité. Donc, autour de ces agriculteurs-là, on fait l'hypothèse qu'à travers leur réseau, on peut avoir accès aux pratiques innovantes de leur réseau respectif et aussi pouvoir suivre la dissémination des innovations dans ces réseaux-là. Donc, je suis en charge de l'animation du dispositif et autour de ces agriculteurs-là qui donnent en fait le tempo, on a un certain nombre de collègues, soit chercheurs ou techniciens de l'INRAE, du CIRAD ou de l'Université des Antilles, qui sont un peu des garde-fous qui permettent de voir si les pratiques qu'on veut mettre en place sont bien dans la logique de transition agroécologique. Donc, on a fait à ce jour plusieurs ateliers de conception en présentiel. Et puis, moi, à mon niveau, j'interagis au quotidien avec les agriculteurs. Le premier atelier avait pour objectif de donner l'objectif principal, de donner les contours du système de départ et puis de donner le cadre de contraintes et les pratiques agroécologiques. Donc, l'objectif de départ, c'était un système permettant d'améliorer la sécurité alimentaire de la Guadeloupe dans une démarche agroécologique. On n'a pas donné, les agriculteurs n'ont pas voulu donner de chiffres du style 100% d'autonomie, mais l'idée, c'est bien d'aller vers le maximum d'autonomie alimentaire. Et ça, le cadre de contrainte, et qu'on traduit en fait en règle de décision par la suite, c'est en utilisant le moins possible d'intrants exogènes via l'économie circulaire. Et vous avez en bas toutes les pratiques qui ont été identifiées pour pouvoir atteindre cet objectif, en valorisant la biodiversité présente sur les territoires,
en améliorant la qualité du sol et notamment via l'activité biologique du sol, en assurant un revenu à l'exploitant mensuel de l'ordre de 1,5 SMIC, en assurant la gestion de l'enderbement et des pathogènes et en minimisant la pénibilité du travail pour les exploitants. Il est bon de noter que voilà, ces règles de décision, elles sont dans l'ordre hiérarchique, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que l'aspect économique sorte en premier, mais il est sorti dans le troisième. Et c'est vraiment l'économie circulaire et la diminution des intrants qui est le principal driver de cette ferme. Donc, notre système de départ, il faut savoir que la taille moyenne des exploitations en Guadeloupe, c'est 4,6 hectares. Pour des contraintes de faisabilité et de pérennité du dispositif, on a miniaturisé ces 4,6 hectares en 1 hectare, ce qui nous permet d'avoir des parcelles suffisamment grandes pour pouvoir suivre des effets agronomiques derrière et par contre minimiser la charge de travail, ce qui permettrait après le projet agroécodif de pouvoir pérenniser le dispositif. Donc, on a miniaturisé ça sur 1 hectare avec la moitié en canne à sucre qui permet de sécuriser le revenu, la présence d'une partie vivrière, donc un quart du dispositif avec banane plantain, igname, madère, patates douces et manioc, et puis une partie maraîchage principalement constituée de tomates, de courgettes, d'aubergines et de concombres. Et en termes d'animaux, donc la présence au début du dispositif de 10 moutons sur 1 hectare qui permettait la gestion de l'enherbement, qui permettait aussi d'avoir une production et puis un apport de matière organique pour fertiliser nos cultures. Et puis la présence de poulets, donc d'une 60aine de poulets qui nous permettait là aussi d'assurer la gestion de l'enherbement, d'assurer aussi une production supplémentaire et puis un apport de matière organique. Donc, vous avez une vue aérienne du dispositif sur 1 hectare au tout début, donc en 2017, lorsqu'on a commencé à mettre le dispositif. Et puis, du point de vue recherche, donc, j'effectue une analyse systémique de ce dispositif-là, puisque un des objectifs, c'était des systèmes efficients et résilients. Donc, je combine en fait, je répertorie sur un fichier Excel toutes les productions, les flux de ce dispositif. Je combine ça avec des méthodes telles que l'analyse des réseaux écologiques qui me permettent de mesurer des indicateurs tels que la productivité, l'autosuffisance, l'efficience, etc., et notamment l'efficience et résilience du système. Donc, je fais une analyse un peu systémique globale du système et en parallèle, il y a un certain nombre de questions analytiques qui sont suivies. Et du coup, je passe la parole à Christophe qui va vous présenter quelques résultats préliminaires du dispositif. Donc ici, bonjour, Lakshman Christophe, agriculteur, donc faisant partie aussi des agriculteurs tête de pont, président du GDA EcoBio. Donc le travail en étroite collaboration avec l'INRA sur la mise en place de cette parcelle et je vais expliquer les avantages tout à l'heure. Pour cette slide, il y a sur la gauche, on voit une parcelle de potalaire. Donc l'objectif, c'était de mettre en place un assainissement avec une double fonction push-pull et d'emmener aussi de la valeur ajoutée à la fertilité du sol. Donc lutter contre les nématodes, les insectes ravageurs et aussi, comme c'est une légumineuse, emmener de l'azote. Par la suite, tout cela a été fauché et on a installé une parcelle de tomates mixte avec qui est la représentation en gros d'une micro-parcelle qui a été évaluée et co-conçue avec des agriculteurs dans le cadre d'une thèse.
Et donc, cette parcelle de tomates a été en culture mixte avec la salade et des plantes aromatiques. Toujours dans l'idée d'avoir effet push-pull pour éloigner les insectes ravageurs et attirer les auxiliaires autour de la culture de tomates, qui est une culture assez sensible aux ravageurs. Audrey, fais-moi. L'autre innovation technique, c'est l'utilisation de PIF. Il s'avère que la culture d'implanter une culture de rente. Et donc, sur les petites exploitations, cette culture vivrière permet de faire entrer, c'est un peu une crop cash, de faire entrer un peu d'argent. Et donc, malheureusement, cette culture qui est supposée être une culture pérenne n'a qu'un an, voire 2 ans maximum. On arrive à faire 2 cycles. Sur la parcelle, nous avons eu l'objectif d'utiliser la technique PIF, qui permet d'assainir les plants et donc de diminuer l'impact des ravageurs. Donc en gros, c'est le cosmopolite, c'est le charançon du bananier et les nématodes. Donc en plus, il y a eu une association pour optimiser l'espace. Et donc l'association de cucurbitacées, giromons, concombres, et de légumineuses, pois canes et haricots roses. Slide suivante. La slide. Oh. Merci. Donc, il a été question aussi de travailler sur les producteurs ont demandé à ce qu'on ait une production animale qui permette de faire un peu, toujours dans un objectif de pérenniser le système, d'avoir de la viande. Donc, en général, beaucoup de petites exploitations sont organisées avec une production soit de petits animaux, donc volailles derrière la maison, ou de petits ruminants. Et donc, il y a eu une production à partir des ressources même de la ferme d'aliments. Et là, on voit une comparaison avec la production en haut en agroécologie et en bas en conventionnel, qui a été conduit à huis clos. Donc, concernant la production autonome, nous avons fait de la farine de patates douces avec les écarts de production de patates. La suite. Sur l'élevage de petits ruminants, qui a été élevage d'ovins, il y a eu un peu plus de vers au niveau des fesses, et donc ce qui a aussi engendré un GMQ un peu plus faible, mais nous étions en totale autonomie sur la gestion des espaces enherbés de la parcelle. Donc, il y a pour moi un avantage assez intéressant d'avoir à valoriser l'enherbement, la gestion de l'enherbement, et diminuer les coûts et l'impact du travail avec la débroussailleuse en utilisant les petits ruminants, les ovins. La slide suivante. Nous avons aussi étudié
l'impact de des différentes pratiques sur la biodiversité du sol. Et en haut à gauche, en gris, il y a les indicateurs IBQS, indice biologique de qualité du sol, permet en fait d'évaluer la qualité de la biodiversité. Et l'indice de référence, c'est la forêt, à gauche, en gris. Et on voit en fait que sur les parcelles, l'indice est assez élevé, voire nettement plus élevé que celle qu'on a en forêt. L'explication est assez plutôt simple, c'est que sur nos sols, la présence des animaux, le faussage, crée une abondance de micro-organismes qui vont utiliser les fesses, les matières en décomposition. Et alors que sur une forêt où on a une biodiversité de type climax, on a la biodiversité qui est stable. Donc la plus importante, c'est celle des poules. Le pâturage où les poules sont installées, où on a vraiment une très forte présence de biodiversité du sol. Next one. Ok, je reprends la main juste, c'est la dernière diapo déjà pour vous remercier de votre attention. Et puis, on a voulu vous mettre deux titres. Le premier, c'est l'ensemble des productions techniques et scientifiques de la ferme. Et puis le second, c'est un film qui accompagne la co-conception avec les agriculteurs. Merci à vous trois. Donc, voici maintenant venu le temps des questions. Donc, je vais passer la parole à Franck Angelry qui va reformuler un certain nombre de questions qui ont été posées par les participants. Franck, il faudrait que tu mettes ton micro. Ce sera beaucoup plus compréhensible. Ok, merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci aux présentateurs, qui ont fait une présentation très intéressante. Clairement, il a été bien mentionné et les différents participants ont insisté là-dessus sur l'aspect participation, hein, avec implication des producteurs. Ça a été un peu le mot-clé et c'est d'ailleurs été le mot de la fin d'Audrey Fanchon. Donc, les questions, il y en a pas mal dans cet ordre-là. Exemple, le choix des productions du système a-t-il été fait avec et par les producteurs? Voilà une première question. Deuxième question, un petit peu toujours en lien avec la présentation, avec l'implication des agriculteurs, c'est sont-ils engagés en agriculture biologique avec un objectif de reconversion ou tout au moins d'amélioration et de sécurisation de leurs revenus. Voilà, ça c'est un petit peu le premier lot et j'enchaînerai ensuite avec d'autres questions. Ok, donc du coup je prends la main et puis je veux bien être complété par les collègues si ils trouvent que voilà. Le choix des productions en fait a été validé par les producteurs, c'est-à-dire qu'on leur a proposé des archétypes de systèmes qui sont mis en place dans la zone et ça a servi de base de discussion pour pouvoir mettre en place les productions. On s'est aussi basé sur un outil de simulation simple, une feuille de calcul Excel, pour évaluer les choix qu'ils proposaient et puis revenir vers eux pour savoir s'ils validaient ou pas ces choix-là. Mais à tout moment, ils avaient la main pour dire on garde ou pas cette production. Ça a quand même été drivé par notre objectif de polyculture élevage et donc d'avoir des productions duales qui étaient à la fois utilisables en alimentation animale et en alimentation humaine. S'agissant du bio,
On a un représentant de l'agriculture biologique, entre guillemets, c'est Christophe qui est là avec nous aujourd'hui. Mais les autres producteurs sont, pour la plupart, ils se définissent comme agroécologiques. En fait, ils attendent de voir ce qu'implique le bio pour eux. Ils ont une vision un peu particulière de la certification et donc, du coup, ils préfèrent se définir comme agroécologiques pour le moment. Merci pour ces réponses. Une autre petite question un petit peu plus précise, c'est vrai en termes de généricité, est-ce que vous pensez que les résultats sont transposables compte tenu des conditions a priori jugées les conditions agro-pédoclimatiques de votre site, jugées a priori favorables par la personne qui a posé la question? Alors, je pense que c'est une personne qui connaît la Guadeloupe. Sûrement. Effectivement, on est dans une zone agroécologique où on a une pluviométrie assez élevée. Ce ne sont pas les meilleurs sols, mais ce sont de bons sols. Donc voilà, j'ai voulu insister au départ sur la méthode de conception qu'on peut utiliser ailleurs, qui permettrait d'avoir des chiffres, de mettre autour de la table des agriculteurs. Après, on sait bien que l'agroécologie est située et donc que les résultats qu'on aura en zone nord-basse-terre ne seront pas exactement les mêmes ailleurs. Par contre, l'intérêt d'un dispositif comme ça, c'est bien de comprendre les mécanismes qui permettent d'avoir ces résultats-là. Et si on arrive à identifier les mécanismes, on peut voilà, tenter de les transposer dans d'autres zones pédoclimatiques. D'accord. Donc la réponse, c'est que l'intérêt primordial, c'est le système que vous avez mis en place qui permet d'identifier des mécanismes de concertation et de définition des systèmes de culture qui sont au-delà des conditions purement pédoclimatiques. Dans cet ordre-là, est-ce que vous avez vous avez une idée de la typologie des déterminants, de ce qui détermine le choix des agriculteurs? Alors, vous avez un petit peu parlé sur les intrants, sur la pénibilité du travail, mais est-ce que vous avez pu faire une typologie avec une répartition, un petit peu une idée des populations? Alors, à l'échelle du territoire, dans ce travail-là, non. Les déterminants qui ont été identifiés, c'est ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, la réduction des intrants, mais qu'on on discute un peu plus en détail avec les agriculteurs, c'est un déterminant économique qui est derrière, c'est-à-dire réduire les intrants, c'est économiser de l'argent. Et le levier, c'est utiliser des ressources de la ferme. La pénibilité du travail revient. Alors, par contre, dans un autre travail qu'on a pu mener sur les exploitations en polyculture élevage, on s'est rendu compte que la pénibilité l'organisation du travail plutôt était très corrélée avec la mise en place de pratiques agroécologiques et notamment les pratiques d'intégration culture élevage et en fait, les agriculteurs mettent ça en relief avec l'absence de matériel adapté pour faire ces tâches-là. Et donc, des tâches qui sont pour le coup manuelles dans ces systèmes-là et qui limitent en fait le déploiement de ces pratiques. Donc, en gros, pour répondre à la question plus clairement, pas de typologie en tant que telle sur les déterminants, mais un ou deux déterminants qui ont été identifiés comme primordiaux et qui ont été utilisés plus en détail, étudiés plus en détail. D'accord, merci. C'est clairement un sujet qui intéresse les auditeurs, puisque il y a des questions qui portent sur quel est le volume de travail. Est-ce qu'il y a une différence de volume de travail entre une conventionnelle et les aspects ferme pilote agroécologique? Comment vous mesurez ces temps de travaux afin de définir, déjà de faire la différence entre la participation en temps et ce que vous pouvez proposer et donner comme repères et critères aux personnes intéressées?
Donc, comment vous mesurez les temps de travaux? Alors, les temps de travaux sont répertoriés par chaque fois qu'on fait une tâche sur le dispositif. Alors, on a eu des difficultés pour différencier ce qui relève de l'expérimentation et donc de mesure de ce qui relève de la production. Donc, on s'est fait une grille de saisie qui différencie les deux. Et par contre, on n'a pas pu mettre en place en parallèle de ce dispositif en transition agroécologique un dispositif conventionnel. Donc, du coup, on compare ces temps de travaux-là avec les fiches techniques proposées par la Chambre d'agriculture qui sont pour le coup en agriculture conventionnelle, quoi. D'accord. Autre question, autre groupe de questions sur l'alimentation des animaux, que ce soit donc pour les ovins, pour la volaille, qui était la source de protéines. Voilà, et puis après, comment sont gérés les déchets et les déjections. Alors, Donc, sur l'alimentation des animaux et la source de protéines, donc pour les ovins, c'est beaucoup plus simple dans des systèmes polyculture élevage avec des ruminants, puisque eux, ils peuvent être nourris avec 100% d'herbe, quoi. Et donc, du coup, l'alimentation des ovins était principalement constituée d'herbe et puis avec une gestion du parasitisme interne avec des ressources du système local. Donc, c'était principalement des feuilles de manioc qui ont l'opportunité d'apporter de l'azote et puis d'être riches en tanins et de permettre la gestion du parasitisme interne. C'est les résultats de travaux de recherche d'une collègue à l'URZ. Ensuite, sur l'alimentation des poulets, maintenant, on a, au moins pour la première bande, on a la base de l'alimentation est constituée d'aliments concentrés conventionnels. C'était pour nous assurer la couverture des besoins des animaux et un parcours. L'idée étant, au fur et à mesure de l'évolution des résultats et des discussions avec les agriculteurs, de pouvoir insérer de plus en plus de protéines issues du système. Donc, effectivement, ça a bien été noté. L'apport de farine de patate douce, c'est un apport d'énergie. Et donc, on s'est posé la question de la source de protéines. Du coup, on a mis en place de plus en plus de légumineuses. Donc, c'est des poids dans le dispositif. L'idée étant de pouvoir équilibrer la ration avec ces poids-là. Ok, merci. Et juste petit rappel, concernant les déjections. Ah oui. C'est des composts Concernant les déjections, c'est principalement du compostage pour le moment. On se pose la question du vermicompostage, mais pour le moment, c'est que du compostage. Et puis, pour le moment, le volume d'animaux qu'on a sur le dispositif ne permet pas d'être autonome. Et donc, du coup, on va récupérer du compost à l'extérieur, quoi. Mais c'est principalement du compostage, des déjections des animaux du dispositif. Ok, merci beaucoup. Si les auditeurs veulent continuer à poser des questions ou éventuellement à reformuler les précédentes s'ils considèrent qu'elles n'ont pas été abordées, merci à eux. Il y a toujours une petite interrogation sur la transposition, c'est-à-dire ce que vous apprenez avec vos agriculteurs expérimentateurs. Est-ce que vous le faites, est-ce que vous arrivez à le transposer ailleurs, à le faire bénéficier d'autres agriculteurs qui ne sont pas sur place? Ok. Oui. En fait, je peux prendre l'exemple présenté par Océane tout à l'heure autour de la recherche-intervention en Nord Grande Terre qui est complémentaire à ce dispositif-là, où du coup, les rations qui vont être testées sur les poules pondeuses
ont été évoqués dans le cadre de la ferme pilote. C'est-à-dire que voilà, toutes les notions de valeur alimentaire pour les animaux, d'équilibre de la ration, elles transcendent la zone agroécologique. Par contre, produire ces ressources-là, c'est des questions qui sont par contre situées et qu'il faut peut-être adapter. Nous, le pari qu'on a fait, c'est d'utiliser des plantes modèles. Donc, pour ceux qui connaissent, donc le pois cane, qui est Vigna unguiculata, c'est une plante modèle, c'est un pois qui est présent dans toute la zone tropicale. Et donc, du coup, à partir des références qu'on aura sur ce pois-là, on pourra adapter à d'autres types de pois qui seront par contre, eux, peut-être plus inféodés à une autre zone agroécologique, quoi. Et cette stratégie de plante modèle nous assure de pouvoir transposer nos résultats dans d'autres lieux, quoi. Ok, merci beaucoup. Vous aviez évoqué en début de séance les circuits courts. Est-ce que vous les avez mobilisés, ces circuits courts? Sous-entendu, quels sont les débouchés de vos productions? Alors, on a pris le pas de mettre un agriculteur qui est très, très ancré dans les circuits courts, au moins 2 dans notre panel, parce que c'est la réalité en fait de l'agriculture guadeloupéenne. Par contre, les débouchés de notre dispositif sont très liés à la proximité du centre Antilles-Guyane. Donc, on vend principalement à la cantine du centre et puis à des collègues, quoi. D'accord, donc c'est des circuits très courts. C'est du circuit très court, ouais. Ok, merci. Bah, écoutez, j'ai fait un peu le tour des questions qui nous ont été posées, tout au moins en essayant de les regrouper par thème. Il y avait quand même une question qui est un petit peu particulière et qui porte sur, avez-vous en dehors du fichier Excel, qui est plus à mon avis sur des calculs de coûts, des outils numériques pour conduire ces systèmes? Est-ce que vous avez aussi, par exemple, des systèmes permettant, selon les objectifs, de proposer des plans de couverture, des productions, etc., etc. Pour le moment, non, c'est une question qu'on se pose. Pour le moment, on a juste un suivi du climat. Donc, tout ce qui est évapotranspiration, vitesse du vent, etc., qui nous permet de prendre un certain nombre de décisions en termes de date de plantation et tout ça. Mais on n'a pas d'outils numériques en tant que tel qui nous permet le pilotage. C'est des questions qu'on se pose. C'est des questions qui sont actuelles, quoi, autour de l'agriculture de conservation, etc., mais que aujourd'hui, elles ne sont pas intégrées dans le dispositif. D'accord, merci. Après, on a connaissance d'outils utilisés par des collègues du Centre INRA et Antilles-Guyane sur le choix des plantes de service. Ces collègues-là sont partenaires du projet, donc ils donnent leur avis, mais ce sont des modèles experts qui permettent de prendre des décisions plus que des outils numériques qui permettent le pilotage, quoi. D'accord. Toujours dans le groupe pour revenir au groupe des questions sur les aspects valorisation, rentabilité de l'exploitation, etc. Est-ce que vous avez des données sur la rentabilité de votre ferme pilote, de vos systèmes de production? Est-ce que vous avez pu faire des calculs de marge ou au moins essayer d'estimer une rémunération à l'heure ou à la journée d'un agriculteur qui aurait choisi ou qui mettrait en place vos systèmes de culture? Donc on a les éléments pour le faire. Ça n'a pas été fait aujourd'hui, en tout cas pas comme ça. En termes de marge horaire, on a calculé l'objectif des agriculteurs, c'était d'assurer 1,5 SMIC mensuel.
On s'est bien rendu compte que vu la saisonnalité des productions et vu les volumes, on ne serait pas capable de les atteindre. Par contre, en bilan annuel, on arrive à atteindre cet objectif-là de 1,5 SMIC, quoi. La question était posée plutôt de ce point de vue-là, c'est-à-dire comment, avec des plus petites parcelles, assurer entre guillemets, une mensualisation du revenu plutôt que des questions autour du SMIC horaire. Et donc, du coup, dans le dispositif, on était parti avec des parcelles d'un seul tenant, par exemple de patates douces ou de manioc, etc., qu'on a dû fractionner, planter en décalé pour assurer un revenu plus étalé dans l'année. Et ça pose de nouvelles questions en termes de gestion du parasitisme, de gestion des plants, etc. Par contre, je serais capable de les faire, mais aujourd'hui, avec les agriculteurs, ça n'a pas été discuté comme ça, autour de marge horaire et tout ça. Ouais. Oui, non, mais c'est très intéressant et je pense que vos résultats, même globaux, annualisés, intéresseraient les auditeurs. Donc, si vous avez des liens à proposer, ça, je pense qu'ils seront preneurs. Oui, petite question. Pourtant, vous avez un petit peu répondu, mais c'est peut-être pas assez clair. Dans votre boucle de conception et d'adaptation de systèmes de culture, vous avez bien impliqué les partenaires techniques et les agriculteurs. La question, c'est bon, ben, est-ce que c'est vraiment efficace ou ça reste un peu trop INRA? C'est un peu là, voilà. J'essaye de traduire un peu la question. L'objectif, c'est que ça reste pas trop INRA. Ouais. Ah oui, bien évidemment. Et du coup, on a des interactions avec les agriculteurs qui viennent d'autres structures. On a aussi des interactions pas mal avec l'université et le lycée agricole, où on fait des cours, des TP sur le dispositif. Le dispositif aussi a déjà été visité ou présenté au président de région, en fait, aux bailleurs de fonds et aux décideurs, aux politiques locaux. Par contre, la cible du dispositif, c'est vraiment les agriculteurs. Et donc, à ce stade, une fois tous les 6 mois, on a un événement à destination des agriculteurs sur le dispositif. Et donc, voilà. Ben, écoute, merci beaucoup, Audrey, pour ces réponses claires et détaillées, en tout cas instructives, ça c'est sûr. Maintenant, peut-être y a-t-il le temps de poser les mots de la fin, Sophie, ou vous voulez d'autres questions? Ou peut-être il y a des commentaires. Peut-être que Océane ou Christophe ont éventuellement des éléments complémentaires à apporter. Oui, donc c'est Christophe Lachmann. Concernant le dispositif, il est à noter que sur l'installation d'un jeune agriculteur, l'aspect technico-économique est très important. Aujourd'hui, on a parlé de marge par production, mais la réalité sur les exploitations, c'est que, comme on a vu à l'intérieur de la bananeraie, il y a du giromont, il y a des cultures. Sur une même surface, on peut sortir des productions diverses. Malheureusement, lorsqu'on fait un dossier d'installation, on se confronte en fait à un système monoculturel. Donc, on prend pas en compte la mixité sur la surface. Et donc, la production qui serait faite sur des petites surfaces et qui permettrait d'installer des jeunes sur des plus petites surfaces est écartée. Ce travail qui se fait au niveau de la ferme pilote
permettra aussi à moyen terme de travailler sur une approche un peu systémique des données technico-économiques et ne plus avoir l'installation qui soit liée à 1 hectare de concombre, 1 hectare et qu'on soit sur des plus petites surfaces et des surfaces peut-être identifiées en euros et avec des modèles et des systèmes un peu plus complexes. Aujourd'hui, lorsqu'on se rapproche de la DARF du ministère, ils ont une vision linéaire de notre production tropicale. Et cette vision un peu systémique doit être communiquée dans toutes les instances d'administration autour de l'agriculture. Merci beaucoup, Christophe. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire et donc nous allons remercier chaleureusement nos 4 intervenants avec une petite mention spéciale pour Nathalie Mandonnet. Les aléas du direct font qu'on n'a pas réussi à établir la connexion, donc on en est vraiment désolé. Et merci à Océane du coup d'avoir pris le relais au pied levé. Alors, il reste encore un certain nombre de questions auxquelles on n'a sans doute pas répondu dans le chat. Donc, on va essayer de les compiler et on les mettra à disposition de tous dans le film qui sera disponible sous peu sur la chaîne YouTube qui s'appelle L'Héritat dans les Dômes. Et si vous vous étiez inscrit, vous recevrez très prochainement le lien dès que le film sera disponible. On vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui est prévu le mercredi 13 octobre à 13h30 heure de métropole et qui s'intéressera cette fois-ci aux questions de santé humaine et santé animale. Donc les informations et le lien d'inscription vous parviendront sous peu. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager l'information dans vos réseaux. Et pour finir, on vous invite à suivre l'actualité d'Hérita sur le site d'Hérita qui s'appelle coatis.rita-dom.fr. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Bonne fin de journée.